Chez la femme enceinte, est-ce que cette rééducation, on la commence par exemple en prénatal, postpartum, cours de la grossesse? Toutes ces questions, on va essayer de les débattre. Mais avant, j'aimerais avoir un petit peu, parce que c'est pas un, je dirais, on va pas faire un cours, mais ça va être un atelier débat. Donc, j'aimerais bien savoir et connaître votre expérience. Qu'est-ce que vous voyez comme patiente? Et surtout, concernant cette question d'incontinence urinaire et grossesse. Alors, je commence par... On reçoit généralement en postpartum les incontinences urinaires d'effort et les incontinences par impériosité, mais rarement par impériosité. On reçoit le plus de cas, c'est les incontinences d'effort. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez une femme? C'est à partir de en postpartum, ça veut dire premier mois, troisième mois, 1 an, 2 ans? Ça dépend des patients. Et en général? Alors en général, il faut dépasser les 2 mois. Les 2 mois. C'est sûr. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour ce genre de patiente? Déjà, il faut établir un interrogatoire pour savoir je veux dire, si elle a une césarienne, si elle a une grossesse je veux dire, normale, le poids du bébé, s'il y a des facteurs de risque qui sont associés. En plus, si elle a la multiparité déjà, si elle avait déjà ce problème de l'incontinence au cours de la première grossesse, alors je sais pas. Est-ce que c'est des patients qui sont bilantés? Est-ce que vous recevez des patients bilantés? Ça veut dire, est-ce que vous recevez des patients qui ont un bilan médical précis, qui vous orientent vers telle pathologie ou telle pathologie? Non. Personne? Personne. Il n'y a personne qui a reçu une patiente bilantée? J'ai reçu une seule patiente en 5 ans qui a été bilantée, et là parce qu'elle a vu plusieurs médecins et elle avait un problème qui était une incontinence, c'était pas juste d'effort, c'était je pense une incontinence mixte. Alors, et ça a duré pendant 5 ans. Alors elle a vu plein de médecins et elle a dû faire son bilan. D'accord. Alors si on admet qu'on est une centaine dans cette salle, donc tout le monde me dit que les patientes qui ont une incontinence urinaire après une grossesse, vous les recevez tous pour une rééducation périnéale, sans pour autant que ces patientes soient bilantées ou envoyées, je dirais, dans les règles de l'art par un médecin, je dirais, soit un médecin physique, ou un neurologue, ou un gynécologue. Donc, vous voyez des patientes qui viennent, je dirais, d'eux-mêmes pour incontinence urinaire, mais ces patientes n'ont pas eu ni de bilan médical, ni de bilan paramédical, et c'est pour ça on va essayer un petit peu d'instaurer ça dans la région de l'oriental. C'est le but un petit peu de cette rencontre, c'est d'essayer d'instaurer ce circuit, je dirais, patient, médecin, kinésithérapeute, pour que ça soit un petit peu, je dirais, un circuit qui est rodé. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'est que, selon vous, quels sont les facteurs favorisant une survenue d'une insuffisance ou d'une incontinence urinaire d'effort? Selon votre expérience, pourquoi une telle dame qui va avoir une grossesse, je dirais, une dame sur 2 va développer une incontinence urinaire et une autre, elle ne va pas développer une incontinence urinaire? Alors, selon votre expérience, quels sont ces facteurs favorisants? David, c'est surtout du l'urètre, donc tout ce qui est étirement des ligaments para-urétéraux. Donc, ces étirements, en général, on peut avoir, je dirais, un facteur favorisant, c'est l'hérédité, c'est qu'il y a des femmes qui ont, je dirais, des ligaments plus ou moins étirés que d'autres, et il y a d'autres facteurs, bien sûr. Il y a l'hypermobilité cervico-urétrale, donc ça, on va le voir à l'examen. Quand vous allez examiner votre patiente, vous allez demander à la patiente de tousser, par exemple, et vous allez trouver que le couple cervico-urétral, il est hypermobile. Il y a l'élongation musculaire, ça veut dire que les muscles releveurs de l'anus sont
plus long, ça veut dire qu'ils perdent de force. Donc quand on a un muscle, comme vous savez très bien en biomécanique, qui est plus long, ça veut dire que le bras de levier, je dirais, il est plus long, donc on perd de force. Et quand on perd de force, c'est un muscle qui va lâcher, donc on aura une incontinence et probablement après on peut avoir un prolapsus, bien sûr. Alors le troisième, je dirais, le troisième facteur physiopathologique qu'on oublie souvent, c'est les neuropathies d'étirement. Donc quand vous avez par exemple, à titre d'exemple, quand est-ce qu'on peut avoir une neuropathie d'étirement selon vous? Donnez-moi un exemple. C'est dans la pathologie le problème du nerf dental. À part, donnez-moi un exemple très fréquent, très simple. Vous pouvez avoir, après un accouchement, une neuropathie d'étirement. C'est forceps, oui, bravo. Quoi d'autre? Un bébé? Un gros bébé, tout simplement. Donc à ce moment-là, on peut avoir une neuropathie d'étirement. Et ça, on doit la chercher, on doit faire un bon examen neurologique parce que l'éthiopathologie, la physiopathologie de la neuropathie d'étirement, c'est pas la même chose que quand on a une élongation musculaire, c'est pas la même chose, c'est pas le même traitement que si on a un étirement des moyens de fixation. Alors, je dirais c'était une question, c'est l'incontinence urinaire d'effort chez la primipare. Est-ce qu'elle survient pendant l'accouchement, selon vous? Est-ce qu'elle est plus fréquente pendant, après l'accouchement ou avant l'accouchement? Dernier mois de la grossesse. Dernier mois de la grossesse? Dernier. D'accord, on va voir. Alors, comme vous voyez sur cette courbe, là, il y a une étude qui a été faite sur les primipares. Donc, on a vu que l'incontinence urinaire d'effort, elle survient surtout, je dirais, à 24% des femmes primipares, c'est pendant la grossesse. Et je dirais 22%, c'est en postpartum immédiat. Ça veut dire avant 3 mois. Je dirais même immédiat, c'est 6 semaines, je dirais, après la grossesse. Donc, comme vous voyez, c'est là où on va avoir, je dirais, le maximum d'incontinence urinaire et ça va orienter notre prise en charge thérapeutique ultérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme bilan, je dirais, d'une incontinence urinaire pendant la grossesse? Comme vous voyez, j'ai mis un plan, c'est qu'on va aborder la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Je vais vous parler aussi je dirais, est-ce qu'on peut prescrire ou pas une rééducation systématique pour les patientes? Je dirais, ce n'est pas des patientes, c'est des parturiantes. Donc, la grossesse n'est pas une maladie. Donc, c'est très important de ne pas considérer la patiente, je dirais la parturiante, comme une patiente. C'est très important dans vos cabinets, dans votre pratique quotidienne, parce que sinon, vous allez, je dirais, peut-être parfois aggraver, je dirais, tout ce qui est facteurs psychosociaux et cette peur, cette gêne. Vous avez parlé de la sexualité, mais c'est très important d'intégrer les facteurs psychosociaux dans la prise en charge globale rééducative. Alors, oui? Une question. Quand on est en phase de la grossesse, oui. À chaque phase, il faut faire des bilans, soit pour un médecin ou un kiné. Est-ce que dans chaque phase, il faut faire des bilans? Je dirais... Normalement, bien sûr, je dirais le bilan diffère parce que quand vous allez avoir par exemple une patiente, je dirais, en phase d'accouchement, c'est que, je dirais pas c'est le bilan en phase d'accouchement, c'est pas le kinésithérapeute, mais c'est la sage-femme qui va voir et qui va vous dire, par exemple, voilà, vous avez un poids, je dirais tel, un bébé qui est macrosome, cette dame elle est multipare, mais là ce que je vais vous mettre c'est un bilan général, donc ça veut dire que c'est un bilan général d'incontinence urinaire qui va servir dans toutes les phases, mais bien sûr il y a des spécificités. Alors comment on va faire un diagnostic d'une insuffisance ou d'une incontinence urinaire d'effort pendant la grossesse? Alors, bien sûr, essentiellement, c'est l'interrogatoire, parce que pendant la grossesse, je dirais, il n'y a pas mieux qu'un interrogatoire, sachant que pour les examens radiologiques, en général, on essaie d'éviter le maximum à la patiente des charges, je dirais, radiologiques, mais comme on a discuté
avec mon collègue urologue, c'est le bilan urodynamique n'est pas contre-indiqué, chose que chez la femme enceinte. Donc c'est très important de le dire parce qu'il y a plein de confrères et de consoeurs qui pensent que le bilan urodynamique il est contre-indiqué. Mais comme vous voyez ici, je vous ai mis bilan urodynamique, les résultats ne sont pas corrélés au risque d'incontinence urinaire. Il n'y a pas d'indication pendant la grossesse, mais je parle de l'incontinence, du diagnostic d'incontinence urinaire d'effort. Il faut faire la part. Je parle, le bilan urodynamique, on le fait, par exemple, dans d'autres indications, neurovessie, d'autres indications, mais pour l'incontinence, pour le diagnostic d'incontinence urinaire d'effort, il n'y a pas d'indication. Donc, pas de nécessité, voilà. C'est pas nécessaire. Alors, donc il faut axer sur le diagnostic, sur l'interrogatoire, l'examen clinique. L'examen clinique, c'est quoi? C'est le test à la toux, c'est très simple. Donc, faisait réaliser, je dirais, à la patiente un examen obstétrical avec un test à la toux. Et vous allez chercher l'hypermobilité cervico-urétrale et le testing des releveurs. Donc ça, c'est très simple. Et c'est la physiopathologie. On a parlé tout à l'heure de la physiopathologie. Je dirais de la survenue d'incontinence urinaire d'effort. Donc, on est en train de suivre cette physiopathologie pour chercher les 3 mécanismes d'action. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Sur cet examen, il y a quelque chose qui manque. L'examen neurologique. C'est l'examen neurologique. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Parce qu'en général, l'étirement, il survient après l'accouchement. D'accord? Donc, pourquoi je n'ai pas mis l'examen neurologique? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la neuropathie d'étirement, elle survient après l'accouchement, après forceps, je dirais macrosomie. Donc, on va le mettre après. Comme je vais vous mettre l'examen neurologique, là, c'est pendant la grossesse. Donc, je dirais plus ou moins, je n'ai pas mis l'examen neurologique parce que la parturiente n'a pas à avoir une neuropathie d'étirement, je dirais, pendant la grossesse, mais elle va l'avoir pendant l'accouchement. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez à traiter une patiente qui n'avait pas fait cet examen et vous recevez la patiente après un an, est-ce que vous pouvez dire que cette incontinence, elle est survenue avant, pendant ou après? Vous ne pouvez pas. D'accord? Donc, c'est très important d'instaurer, je dirais, cet examen systématique et pour qu'on ait une étiologie très exacte de ce qu'on a et ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on peut prédire le risque de survenue d'incontinence urinaire avant l'accouchement? Je reformule. Est-ce que vous pouvez dire que Madame X va développer, je dirais, après l'accouchement, une incontinence urinaire? Et Madame Y ne va pas développer ça. Est-ce que vous pouvez dire non? Non? Qui dit oui? Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, ici le bébé il est gros. Oui. Le déroulement de la grossesse. Le déroulement de la grossesse. Quoi d'autre? Le poids du bébé? Le poids, oui. Ce que dit Soufiane. Quoi d'autre? Donc est-ce que c'est oui ou non déjà? Oui. C'est oui, je suis à ou oui ou non, je suis à non. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, selon vous? Si c'est son premier bébé, c'est pas évident. Ok. Alors on va voir. Alors j'ai vu oui, oui, oui. Donc on peut prédire quand même, est-ce qu'une femme va avoir une incontinence urinaire? S'il existe des antécédents d'incontinence urinaire d'effort avant la grossesse. Si vous avez une femme qui a des antécédents d'incontinence urinaire pendant une grossesse précédente, vous pouvez être, je dirais, prédire, il y a un risque que cette dame nous fait une incontinence urinaire cette fois. La même chose, si vous avez une hypermobilité cervico-urétrale, vous examinez votre patiente avant l'accouchement, pendant la grossesse, et vous trouvez cette hypermobilité, et donc à ce moment-là, vous dites, cette femme va me faire quand même une incontinence urinaire d'effort, plus ou moins, je dirais, va me faire, mais il y a un risque. La même chose pour l'hypotonie périnéale. Donc, vous testez les releveurs, vous trouvez que votre testing, je dirais, il est inférieur à 3, inférieur à 5, mais je dirais, si vous avez 3,
pouvez être sûr que cette dame va vous faire une incontinence urinaire par la suite. D'accord? Donc on peut prédire, on peut dire à la dame, attention, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre en charge la patiente précocement. D'accord? Alors voilà, je vous ai mis ici les facteurs de risque. Vous avez, comme vous avez dit, la multiparité, c'est un facteur de risque. L'âge maternel élevé, c'est un facteur de risque. Le poids maternel, vous avez vu, le poids maternel, c'est un facteur de risque. Les antécédents d'incontinence urinaire d'effort avant la grossesse et lors de la grossesse précédente, c'est un grand facteur de risque de survenue d'une incontinence urinaire après. Alors, les indications de la rééducation périnéale, selon vous, donc là, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi les indications de la rééducation périnéale pendant la grossesse? Soufiane. Même Soufiane ne reçoit pas beaucoup de dames, mais je dois m'adresser quand même au kiné femme. Alors, oui. Donc, pour les femmes qui présentent un facteur de risque dépisté au cours de la grossesse par le médecin, donc une insuffisance musculaire. Aussi, pour les femmes qui présentent un risque héréditaire, donc un point héréditaire, donc il y a le facteur de l'hérédité. Donc généralement, il y a le facteur de l'hérédité. Et voilà, généralement c'est ça. Alors, est-ce que c'est tout? Non, il y a beaucoup. Toute femme. Par exemple, Toute femme qui a une incontinence? Une incontinence urinaire antécédente due à un accouchement. Alors notre ami, il a dit toute femme. Oui, Il adresse. Elle a une indication de rééducation périnéale. On va commencer à opérer des femmes très précocement à l'âge de 45 ans. Vous allez nous aider. Alors ce que je vais vous mettre, alors regardez, là je vous ai mis des études sur les résultats de la rééducation périnéale prénatale, ça veut dire avant l'accouchement. Là on parle du prénatal, je ne parle pas du post, je parle du prénatal. Est-ce que vraiment, je dirais sur une étude norvégienne, on a mis 12 séances entre 20 et 36e semaine d'aménorrhée, plus un travail à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a comparé deux groupes, un groupe avec rééducation, un groupe sans rééducation, et on a trouvé qu'il n'y a pas de conséquence obstétricale de la rééducation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indication pour ce groupe. Là, vous allez vous étonner. Pourquoi je vous mets ça? Parce que ça, c'est des études qui ont été faites entre faire et ne pas faire. Et on va venir après, quand est-ce qu'on doit, je dirais, faire cette rééducation prénatale? Alors la même chose sur une étude hollandaise, ils ont pris 264 patientes quand même, avec une incontinence urinaire d'effort pendant la grossesse. Ils ont fait de la rééducation avec un groupe contrôle. On n'a pas fait de rééducation et il n'y a pas de bénéfice de la rééducation sur un an. Pourquoi je vous mets ça? Parce que c'est très important. Parfois, vous allez faire de la rééducation pour une patiente. Vous allez lui dire, nous, on va vous préparer pour ne pas avoir une incontinence urinaire d'effort comme la dernière fois, par exemple. Et vous allez faire votre rééducation et va avoir une incontinence urinaire d'effort. Il va venir vous voir, j'ai fait ma rééducation, mais il n'y a aucun résultat. Alors, la rééducation périnéale, en fait, il faut savoir que, qu'est-ce qu'on fait? La première grossesse, donc chez la femme primipare, c'est un moment qui est privilégié pour commencer la sensibilisation. Donc, la sensibilisation, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de sensibiliser la patiente sur l'anatomie, un peu d'anatomie, de physiologie, de connaissances périnéales, de connaissances de cette rééducation. Il faut savoir que le rééducateur est le mieux placé pour apporter cette connaissance à la patiente, c'est la maîtrise de son périnée. Donc, on ne va pas faire de la rééducation, mais c'est ce qu'on appelle
un programme de sens, la prise de conscience, voilà, du périnée. Alors, comme vous avez vu, les résultats des études sont contradictoires. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'études qui va nous dire il faut faire ça, il faut. Donc l'intérêt, je dirais, il n'est pas démontré en santé publique, et on garde 3 indications. Alors, les 3 indications pour la rééducation périnatale, c'est quoi? C'est les antécédents d'incontinence urinaire d'effort avant la grossesse. Ça veut dire que vous avez une patiente déjà qui est incontinente et qui tombe enceinte. Donc à ce moment-là, il faut faire de la rééducation. C'est une indication. Pareil pour les antécédents lors d'une précédente grossesse, que vous avez une patiente qui est multipare, qui vous a fait déjà une incontinence urinaire, donc vous devez prescrire de la rééducation. Et une incontinence urinaire qui survient lors de la grossesse. Donc en dehors de ces indications, il ne faut pas, je dirais, prescrire la rééducation pour chaque patiente, pour toute patiente. Il faut probablement faire de la sensibilisation, faire de l'éducation, je dirais, et dire à la patiente, si vous avez des signes, je dirais, une incontinence urinaire, vous revenez nous voir. Donc, vous avez ces 3 indications de la rééducation en phase, là je parle de la phase prénatale, je ne suis pas en phase postnatale. D'accord? Alors, là on a terminé avec la grossesse, et on passe à l'accouchement. Donc l'accouchement, qui est, comme vous avez vu tout à l'heure, je dirais 24% des femmes primipares ont un problème d'incontinence lors de l'accouchement. Donc ça veut dire que c'est un moment qui est un peu délicat, je dirais, pas seulement pour l'incontinence urinaire, mais pour d'autres pathologies aussi. Alors, les facteurs de risque de survenue de cette incontinence urinaire d'effort à l'accouchement, c'est quoi? C'est le forceps, comme a dit votre collègue. C'est le poids de naissance qui est supérieur à 4 kg. C'est les expressions abdominales. Est-ce que vous connaissez c'est quoi expression abdominale? C'est quoi expression abdominale? Alors, qui a déjà assisté à un accouchement? Assisté, je dirais, pour... assister ou été victime d'un accouchement. D'accord. Alors les expressions abdominales, c'est quoi? C'est quand la sage-femme vient et de dire zahni, 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 et quand ça passe pas, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle va commencer à faire ça. Du coude, elle n'est pas sympa avec le coude, mais normalement, elle doit faire juste comme ça. Et moi, j'ai vu des sages-femmes qui montent même avec le genou pour faire des expressions abdominales. Et là, oui. Mon premier accouchement, c'était à 5 kg de sang. Dans le roi bassin. Il y avait 5 personnes, les sages-femmes et la femme de ménage qui poussent. Vous êtes encore vivante? Et la deuxième, c'est 4 kg 800. Ah, vous avez que de grands bébés, tabarakallah. La deuxième, il n'y avait pas 5 sages-femmes, j'espère. Donc ça, c'est les expressions abdominales. C'est vrai, c'est un facteur de risque, je dirais, de survenue d'incontinence, mais aussi, c'est un facteur de risque de déchirure, je dirais, utérine, fascia, tout ce que vous voulez. Alors, il y a le terme avancé. Ça veut dire que le terme avancé, c'est que là, on dépasse un peu le terme d'accouchement. Et le siège et les jumeaux, vous comprenez. Le siège, c'est quoi le siège? Position de siège, c'est que le bébé il sort par les pieds, voilà, contrairement. Alors, je dirais, comme vous voyez, regardez, l'épisiotomie, vous connaissez l'épisiotomie? L'épisiotomie, alors, contrairement à ce qu'on pensait, c'est que, avant on pensait que l'épisiotomie, c'est un facteur de risque de survenue d'une incontinence urinaire d'effort. Alors, regardez, selon les études, il n'y a pas vraiment de risque avec l'épisiotomie, le risque n'est pas significatif. NS, c'est non significatif. Pareil pour la ventouse. Donc, par contre, le forceps, je pense qu'il faut abolir le forceps, parce que vraiment, le forceps, ça entraîne des catastrophes, je dirais. Et ils le font toujours, oui. Ben, ils le font toujours, même en France. Donc, ouais. Mais parfois, on n'a pas le choix. Se mettre à la place des femmes. Parce qu'on subit en accouchement, Alors, après 5 ans, regardez cette étude, je l'aime bien parce qu'elle nous montre quand même les facteurs de risque.
de survenue d'incontinence urinaire d'effort après 5 ans après l'accouchement. Donc, regardez, si vous n'avez pas d'incontinence urinaire ni avant, ni après, ni pendant 3 mois, vous avez 19% de chance d'avoir une incontinence à 5 ans. Si vous avez une pendant la grossesse, à 5 ans, vous avez 42% de chance. Mais regardez, si vous avez une incontinence urinaire d'effort pendant la grossesse ou immédiatement en postpartum et qui persiste à 3 mois, à 5 ans, vous avez presque 100%, je dirais, de risque de l'avoir encore après 5 ans. Donc, il faut vraiment, je dirais, agir vite parce que, regardez, si ça ne disparaît pas à 3 mois, c'est que, vraiment, je pense que c'est le traitement chirurgical à ce moment-là parce que la rééducation, on va faire que, je dirais, il n'y a pas de place, peut-être pour préparer la chirurgie, on peut préparer, mais sinon, c'est inéluctable, on doit opérer la patiente. Alors, l'intérêt de l'épisiotomie, je vous ai parlé de l'épisiotomie tout à l'heure, qui n'est ni indiquée ni contre-indiquée, et ça à travers des études. En postpartum, donc on a vu la grossesse, l'accouchement, et là on a le postpartum. Le bilan d'une incontinence urinaire dans le postpartum, vous avez vu tout à l'heure le bilan pendant la grossesse. Donc là, en postpartum, vous n'avez pas à faire un bilan avant 6 semaines. On est d'accord. Pourquoi? C'est normal. Il faut que tout rentre dans l'ordre. Oui, mais à part ça. Pourquoi 6 semaines? Ça vous interpelle pas? Au Maroc, on dit une fissa pendant combien de temps? 40, c'est presque 6 semaines. Hein? D'accord? C'est très important. Là, on revient un petit peu à des habitudes qu'on a et peut-être qui ont des, je dirais, c'est pas un hasard, mais j'imagine que c'était de la médecine qui a été développée et qu'on est en train de, je dirais, d'oublier, de s'oublier. Donc c'est 6 semaines après l'accouchement, parce qu'avant 6 semaines, vous avez un peu de tout. Vous avez des saignements, vous avez un risque infectieux. Imaginez, vous allez venir examiner votre patiente, mettre un doigtier. Avant 2 semaines ou 3 semaines, il y a un risque infectieux énorme. Donc vous pouvez tuer la patiente, vous pouvez entraîner la survenue d'une sympingite, d'une endométrite. Donc il ne faut pas examiner la patiente, je veux dire pas patiente, mais examiner la parturiente avant 6 semaines. Donc après 6 semaines, vous pouvez le faire. Donc il faut fixer des objectifs. Je vous ai mis l'interrogatoire, c'est presque la même chose. L'examen clinique, alors il faut éliminer une fistule. Ça veut dire, une fistule, vous avez vésico-vagina, ça veut dire qu'entre la vessie et le vagin, vous allez avoir un passage, je dirais, une formation d'un... Ce sont des fluides en dehors du méa. Ça veut dire que vous allez avoir un passage entre la vésicule, la vessie et le vagin. Donc il faut éliminer cette fistule parce que, éliminer, elle a traité bien sûr. Moi je dirais, la fistule c'est chirurgical. Donc il ne faut pas s'amuser à rééduquer une patiente qui a une fistule parce que ça ne sert à rien. Il faut traiter chirurgicalement. Alors il faut faire du testing musculaire, l'examen neurologique, voir la cicatrice de l'épisiotomie, est-ce qu'elle est douloureuse ou pas. Pourquoi? Parce que ça peut engendrer, pas une incontinence, mais des troubles sexuels qui peuvent engendrer des troubles psychiques qui vont encore entretenir une incontinence urinaire qui va devenir psychogène et tout ça. Alors les examens complémentaires sont inutiles avant une rééducation du postpartum et vous faites votre bilan urodynamique après 3 mois en postpartum si échec de la rééducation. Donc si vous avez parturiente qui allait faire de la rééducation, il n'y a pas de résultat, donc à ce moment-là, si échec, vous devez envoyer la patiente pour un bilan urodynamique. Il faut qu'on fasse un bilan urodynamique, peut-être on va le commencer dans pas longtemps, l'appareil il est là, et il faut juste qu'on commence à faire ce bilan urodynamique. Alors les indications de la rééducation en postpartum,
c'est qu'il faut l'aborder d'une manière globale. Ça veut dire que vous n'allez pas rééduquer qu'une incontinence urinaire d'effort, mais c'est tout un problème, je dirais, social, un problème sexuel aussi, parce que c'est une représentativité qui est, je dirais, erronée. Vous avez une patiente qui peut développer même peut-être un vaginisme après. Donc il faut voir un petit peu aborder cette rééducation de manière globale. Donc les indications doivent être adaptées aux symptômes et le but c'est d'avoir un périnée indolore, c'est très important. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'épisiotomie et sur la cicatrice. Parfois c'est ça la cause, c'est que la cicatrice de l'épisiotomie, sachant comment on fait cette épisiotomie, moi j'en ai fait quand j'étais en 6e année et même avant, et on apprenait à faire des épisiotomies, on en faisait, je dirais, à tort et à travers. Et comme tout le monde fait la même chose, c'est pas sûr qu'on puisse faire de belles épisiotomies, surtout quand on est débutant. Voilà. Donc, tant mieux que le périnée, il y a 90%, je dirais, la cicatrice, même si on fait une mauvaise épisiotomie, la cicatrice en général n'est pas importante, mais parfois vous avez, surtout chez la primipare, vous avez des problèmes. Bon, j'en ai vu, il y a plein de parturiantes, je dirais de jeunes qui après une épisiotomie développent des douleurs lors des rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies. Donc les dyspareunies qui surviennent sur une cicatrice qui a été, je dirais, une cicatrice qui doit être refaite, et ça c'est un problème qui est un peu grave quand même, d'accord, mais qu'on doit détecter et on doit envoyer à ce moment-là la patiente en consultation. Oui. Lors de l'accouchement, on sait que la présence de la sage-femme et du gynécologue c'est obligatoire. Est-ce que la présence d'un kinésithérapeute est obligatoire, surtout pour la respiration, c'est-à-dire apprendre la femme comment respirer. Elle respire. Je dirais, vous pouvez, comme j'ai dit avant, c'est pendant en prénatal, vous pouvez, comme j'ai dit, la sensibilisation. Quand j'ai parlé de la sensibilisation en prénatal, ça veut dire que vous allez apprendre à la patiente, par exemple, à maîtriser son périnée, la respiration abdominale et tout. Mais pendant non, c'est pas obligatoire, non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez apprendre ça avant, parce que sinon. Vous allez avoir des problèmes avec les sages-femmes aussi. donc voilà. Alors la première démarche est d'améliorer les connaissances sur l'anatomie et la physiologie du périnée et de la respiration aussi. Et les indications postpartum, il y a des indications thérapeutiques et préventives. Donc, thérapeutique, ça veut dire que pendant la grossesse, si vous avez une incontinence urinaire d'effort ou dans le postpartum, vous commencez votre rééducation. Une hypotonie musculaire périnéale, si vous avez un intestine inférieur ou égal à 3, il faut rééduquer. L'inversion de la commande périnéale, c'est quoi l'inversion de la commande périnéale? Vous devez connaître ça. L'inversion de la commande périnéale. C'est une indication à la rééducation du postpartum. Question pour un champion. Et ça, c'est une indication qui est très fréquente, par contre. Contracter le périnée et associer les abdos, les fessiers. Vous y êtes presque. Presque. C'est presque ça. Donc, c'est l'inversion de la commande, c'est que quand vous avez normalement chez une patiente, doit avoir contraction des releveurs pour la continence. Mais quand vous allez examiner cette patiente, vous allez trouver par exemple qu'au lieu de contracter les releveurs, on va contracter la sangle abdominale. Et quand on contracte la sangle abdominale, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les pressions. On augmente les pressions et après voilà. Donc ça c'est l'inversion de la commande périnéale. Et ça, qu'est-ce que vous devez faire pour travailler un petit peu cette commande? Entre autres. Généralement, on devient maintenant un nouvel hypopressis, c'est faire remonter tous les viscères, libérer de la masse, contracter, c'est-à-dire que faire comprendre à madame. Si elle ne comprend pas.
Ça, c'est bien. Généralement, c'est le toucher. Il faut qu'elle comprenne généralement la cause. Il y a une autre indication. Moi, je cherche un mot. On peut s'aider d'un outil. Biofeedback. Voilà. Ça, c'est l'indication du biofeedback. D'accord? Ça, c'est vraiment l'indication du biofeedback. Mais il faut examiner la patiente pour savoir qu'elle a une commande. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette indication, parce que c'est très important. Si vous ne la cherchez pas, vous ne la trouvez pas. D'accord? Donc, vous utilisez le biofeedback, en plus des autres techniques. Alors, il y a les indications préventives, c'est les grossesses gémellaires. Donc, là, à ce moment-là, on peut, je dirais, commencer une rééducation, parce que quand même, c'est une grossesse qui est à risque. L'accouchement par forceps, donc à ce moment-là, vous pouvez commencer. Bon, commencer, bien sûr, après une ordonnance médicale, ça c'est sûr. Quand je dis commencer, ça veut dire qu'il y a une indication à la rééducation. Parce que, en dehors de ça, il n'y a pas d'indication. Un accouchement d'un enfant qui pèse plus de 4 kg, à ce moment-là, il faut commencer la rééducation pour ne pas tomber sur les 3 mois, j'ai dit 3 mois et plus. Après, vous êtes à 5 ans, je dirais, avec une incontinence. Alors, une patiente qui ne présente pas de symptômes pelvipérinéal avec un examen clinique normal. Normalement, il n'y a aucun bénéfice à réaliser une rééducation systématique. Donc, pas de rééducation systématique. Ça, c'est normalement c'est connu. On ne réalise pas de rééducation à tout le monde. Non. Parce que il y a pas mal de personnes qui ont parlé de ça, qui ont essayé de faire des études, mais il n'y a pas sur une patiente normale, qui a un examen clinique normal, pas de symptômes je dirais, de symptomatologie pelvipérinéale, pas d'incontinence, pas d'impériosité, pas de prolapsus. Donc à ce moment-là, ça ne sert à rien de réaliser une rééducation. Mais par contre, si on se tient aux indications, à ce moment-là, on aura de bons résultats, parce que on va être, je dirais, dans les règles de l'art, on va examiner la patiente et savoir d'où ça vient. Donc, comme je vous ai montré sur la première diapo le mécanisme physiopathologique, vous retenez en tête que les 3 mécanismes, c'est l'étirement, c'est la neuropathie d'étirement, c'est l'étirement des ligaments et c'est les releveurs qui sont, je dirais, une élongation des releveurs avec une perte de force. Donc, vous devez chercher ça et après, vous allez guider, je dirais, votre rééducation en fonction de ce bilan. Voilà, donc c'était un peu une idée globale sur l'incontinence urinaire et la grossesse. Est-ce que vous avez des questions? On nous a toujours dit que si la femme présente déjà des problèmes neurologiques, alors on ne peut pas utiliser l'électrostimulation. Là, ça retarderait la régénération. Pas de problème, non, problème neurologique d'étirement. Si vous avez un problème, je dirais, d'étirement nerveux, ça oui, parce qu'il y aura des problèmes de régénération. Mais si vous avez un problème je dirais, d'hypotonie des muscles releveurs, vous pouvez l'utiliser, parce qu'il n'y a pas de régénération. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire un bon bilan. Donc, parce qu'en général, on utilise un courant bidirectionnel. Est-ce que c'est le choix du courant qui a été, contre-indiqué? Oui. En fait, la contre-indication, c'est quoi? C'est que si vous avez, par exemple, un étirement du nerf pudendal, par exemple. Donc, si vous utilisez dès le départ l'électrothérapie, c'est que vous allez empêcher la régénération. Donc, vous n'allez pas donner, je ne dirais pas c'est une contre-indication absolue, mais il faut donner quand même à l'organisme la possibilité de régénérer. C'est pour ça, si vous avez un examen neurologique qui est, je dirais, suspect, si vous avez un risque de neuropathie d'étirement, donc à ce moment-là, il faut éviter l'électrothérapie parce qu'il y a un risque quand même d'aggravation, il y a un risque je dirais, il n'y a pas d'indication. Par contre, si vous examinez la patiente, vous trouvez qu'il y a une hypermobilité, vous trouvez qu'il y a un déficit des releveurs, donc à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. D'accord? Monsieur Lamré, j'ai une petite question pour les kinés, parce qu'on a tendance de voir des patients qui viennent des sages-femmes et on n'a jamais vu une patiente qui vient d'une kinésithérapeute.
Alors, ce que je vois que les patients partent directement voir les kinés en postpartum, mais à quel stade la kinésithérapeute doit envoyer la patiente chez un neurologue pour un acte chirurgical? Parce qu'on connaît, nous, les indications d'incontinence d'effort. On connaît bien, on sait à quel stade, mais pour les kinés, à quel stade ils doivent penser d'envoyer et d'adresser la patiente? Si vous avez un échec en cas d'échec. Alors, sur quels critères vous pensez vous parlez de l'échec de la clinique? Après quelle séance? Chez moi, c'est après la 6e séance, si elle ne sent pas une amélioration, je lui dis, tu as le choix entre aller vous voir le médecin parce qu'on me donne 10. Oui, exactement. Alors, la 6e. En fait, c'est pas si. En fait, c'est selon l'indication. En fait, si vous avez des indications, donc si vous, après par exemple, vous êtes à 3 mois, il n'y a pas de résultat. À ce moment-là, oui. Mais selon les indications, comme je vous ai dit, si vous êtes je dirais, vous commencez, parfois vous avez des patients qui récupèrent au bout de 2 mois, au bout de 2 mois et demi. Donc l'idée, c'est après 3 mois. 3 mois de rééducation. Donc je dirais, mais en général, c'est que, en général, la norme, c'est de recevoir des patients avec un diagnostic et avec une ordonnance de rééducation. Et après, si vous jugez que qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il y a quelque chose, parce que ça, je vous ai mis, c'est le résumé, mais il y a, je dirais, c'est au cas par cas, c'est tous les jours, on a une patiente, une pathologie différente. Vous avez une patiente qui peut avoir en même temps une incontinence urinaire, en même temps une incontinence anale. Vous pouvez avoir, par exemple, une parturiente qui a une spina bifida occulta que personne ne connaît, que vous faites le diagnostic, vous allez dire, mais pourquoi elle s'améliore pas? Il n'y a pas de raison. Et après, vous allez mettre votre bilan urodynamique, vous devez trouver une dysénergie vésico-sphinctérienne. Donc, vraiment, c'est au cas par cas. On ne peut pas dire, voilà. Là, je vous ai mis les indications. Je vous ai mis les indications pour qu'on reste pour qu'on parle du même langage. Mais après, bien sûr, il y a je dirais, chaque patiente a ses spécificités. On n'a pas que l'incontinence urinaire. Je vous ai mis dans l'avant-dernière diapo, c'est que c'est une prise en charge globale. Ça veut dire que, imaginez, vous avez une patiente avec une neuropathie diabétique et en même temps, qui dit neuropathie diabétique, qui dit diabète, vous allez avoir un enfant qui est macrosome. D'accord? Donc vous pouvez avoir les deux. Neuropathie diabétique, qui peut toucher, entre guillemets, nerf pudendal, c'est pas très fréquent, mais ça peut exister, avec un enfant, je dirais, macrosome. Donc vous pouvez avoir une neuropathie d'étirement. Donc comment faire la part des choses? L'idée, c'est bon, ça c'est, je parle du médical là, mais normalement, moi je vous ai mis les indications de rééducation proprement dites. Ça veut dire quand est-ce que vous allez commencer votre éducation et quand est-ce que vous allez la refuser. Parce que parfois, vous devez refuser des patients. Dites non, vous allez partir nous faire un bilan. Vous allez partir votre médecin et me ramener votre bilan. Parce que je ne vais pas m'amuser, par exemple, si je suspecte quelque chose, je ne vais pas m'amuser à vous faire une rééducation pendant 3 mois sans bilan. Ça il ne faut pas le faire. D'accord? Donc là, vous exigez quand même une ordonnance de rééducation, mais vous exigez aussi un bon bilan. Ce n'est pas que n'importe. Par exemple, si vous avez des patientes avec rééducation périnéale comme ça, non. Il vous faut vraiment une prescription qui est détaillée avec un bilan. Donc voilà, hypotonie musculaire, cette patiente a une neuropathie diabétique, comme ça vous allez être orienté. On reçoit l'éducation périnéale, l'éducation du prolactus, cystocèle. Parce que ça c'est comme si on vous prescrit rééducation de l'épaule. Donc sachant que l'épaule, il y a... Est-ce que c'est une capsulite? Est-ce que c'est une... Là, il faut mettre que le... Alors on met que le diagnostic, comme emploi, incontinence mixte ou incontinence, c'est à vous de juger le nombre de séances. C'est pas à nous, parce que c'est pas moi qui regarde. Je ne peux pas vous dire 20 séances comme ça. C'est à vous de... Non, c'est vous. Donc là, c'est à nous. Oui, exactement. C'est pas les thérapeutes qui décident le nombre de séances en France. Mais normalement, vous devez commencer vos séances à partir d'un diagnostic. Parce que on n'a pas de ça, c'est les patients dont vous avez dit tout à l'heure.
que les patientes aient à aller voir les kinésithérapeutes de la sage-femme sans passer. Nous, on n'accepte pas. Non, en postpartum. Là, je parle de postpartum. Même en Sans postpartum. ordonnance. Même au postpartum, on n'accepte pas les Mais vous exigez, moi je me dis, on exige l'ordonnance. Que ce soit l'idée- le gynéco ou le L'urologue. mais l'idée c'est d'exiger quand même un bon bilan, un bilan. Parce qu'à la fin de la séance, on envoie la patiente chez le médecin pour les contrôles, pour voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'elle est satisfaite, est-ce qu'il y a de bons résultats. Et le médecin décidera, donc soit la chirurgie, soit elle continue encore vers la rééducation. Et j'imagine vous n'aurez pas Alors, ce souci c'est comme ça ici. qu'on travaille. À Oujda, vous n'aurez plus ce souci parce qu'on va créer la consultation en urologie. Donc à ce moment-là, toutes les patientes en général doivent passer par la même consultation et tous les médecins vont être formés à la même chose. Donc vous n'aurez pas de, je dirais, plus ou moins de soucis parce que ça doit plus être. Il faut instaurer un système, c'est que chaque patiente doit passer par une consultation spécialisée pour faire les bilans nécessaires. Quand il y a échec de rééducation, elle doit revenir pour faire par exemple un bilan urodynamique, ça c'est sûr. Mais là normalement on va instaurer ça avec le service d'urologie, avec le service de gynécologie. Je pense que ça va se faire, normalement il y a le matériel, il y a tout, donc on n'a qu'à commencer à réaliser ça parce que c'est très important. D'accord. Et pour la question, quand est-ce qu'on adresse le chirurgien en tant que kiné? Alors on adresse en général quand on trouve un cystocèle 3e degré ou un ectocèle. Non, les cystocèles grade 2, normalement c'est chirurgie. Mais on doit commencer par des séances de kiné avant, ouais, effectivement, et après on évalue. Et par la suite, on pose l'indication chirurgicale. C'est bon? Merci.